Retraité depuis maintenant 15 ans, Jean Delisle a été professeur de traduction à l'Université d'Ottawa de 1974 à 2007. Son livre La traduction raisonnée est une référence dans le domaine. J'ai eu l'honneur de discuter avec lui par courriel et même s'il n'a pas pu se joindre à nous pour ce podcast, mon collègue Émile Simard a bien voulu lui prêter sa voix. Alors, Monsieur Delisle, comment devient-on professeur de traduction à l'université? Eh bien, j'imagine que chaque professeur suit un parcours qui lui est propre. Mais une exigence qui s'applique à tous les candidats est de détenir un doctorat ou d'être sur le point de l'obtenir. Si l'on veut occuper un poste régulier au sein du corps professionnel de l'université, idéalement, ce doctorat serait en traductologie, puisque des programmes de doctorat existent désormais dans cette matière, ce qui n'était pas le cas avant le milieu des années 70. Mais les portes d'entrée pour faire carrière en enseignement de la traduction et de l'interprétation ont toujours été multiples: littérature, linguistique, didactique des langues, etc. Dans mon cas, j'ai été embauché en 1974 par la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. J'ai terminé une maîtrise en traduction à l'Université de Montréal, tout en étant réviseur au secrétariat d'État. Un ancien collègue de l'Université de Montréal avait obtenu un poste à l'École de traducteurs et d'interprètes de l'Université d'Ottawa. Sachant que je souhaitais m'orienter en enseignement universitaire, il avait proposé mon nom au doyen qui m'a offert un poste régulier de chargé de cours. Le doyen m'a clairement fait comprendre que sans doctorat, je ne pouvais pas aspirer à faire une carrière en enseignement universitaire. Heureusement, j'ai appris qu'à l'initiative de Danka Seleskovic, la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, venait d'inaugurer un doctorat en traduction. J'ai pris un congé d'études et je me suis inscrit à ce programme. J'ai choisi de faire porter ma recherche doctorale sur la didactique de la traduction. J'avais quelques idées sur le sujet et un plan provisoire à présenter lorsque j'ai rencontré pour la première fois ma directrice de thèse, Danica Seleskovic. J'avais aussi accumulé des dizaines de fiches sur le sujet. J'ai mis 2 années de travail intensif à rédiger ma thèse et je l'ai publiée en 1980 sous le titre L'analyse du discours comme méthode de traduction. À mon grand étonnement, la première partie de cette thèse sera traduite en anglais, en chinois, en persan et en turc. J'avais été étudiant en traduction au baccalauréat, qu'on appelait licence à l'époque, et à la maîtrise à l'Université de Montréal. Bien que j'ai eu d'excellents traducteurs comme professeurs dans les cours pratiques, j'avais quelques réserves sur leur façon d'enseigner la traduction, leur méthode et leur pédagogie. J'ai donc fait porter ma thèse sur la conception d'une méthode d'initiation à la traduction générale de l'anglais au français. Je n'ai jamais cru à la possibilité de concevoir une méthode efficace préparant à la fois la traduction technoscientifique, littéraire, médicale, publicitaire, économique, biblique, etc. Difficile à croire, mais les auteurs de certains manuels de traduction affichent ouvertement cette prétention. Chaque domaine a pourtant ses particularités et, pour être vraiment efficace, une méthode doit en tenir compte. De même, un cours avancé de traduction médicale ne sera pas structuré de la même manière qu'un cours d'initiation à ce domaine-là. Et comment vous est venue l'idée d'écrire des ouvrages pédagogiques comme la traduction raisonnée? J'ai rapidement constaté que, dans les années 70 et 80, il existait assez peu d'instruments pédagogiques adaptés aux exigences particulières de la formation des futurs traducteurs professionnels. C'est évidemment moins le cas de nos jours. J'ai donc voulu apporter une contribution originale en me limitant à l'initiation à la traduction générale. La traduction raisonnée, dont la première édition est parue en 1993, est en quelque sorte le prolongement logique de ma thèse, l'analyse du discours comme méthode de traduction. Au début de ma carrière universitaire, ce qui m'intéressait, ce sont les questions d'ordre pédagogique. Comment faciliter le plus possible l'apprentissage de la traduction? Comment diversifier le contenu des cours? Traduire un texte à 20 ou 30 étudiants dans une salle de classe, est-ce vraiment enseigner la traduction? Comment peut-on isoler les difficultés récurrentes de la traduction afin de structurer les cours? Comment mesurer les progrès réalisés par les étudiants? Comment évaluer l'apprentissage, etc. Toutes ces questions ont alimenté ma réflexion. J'ai tâché d'y apporter une réponse personnelle en procédant, entre autres, à l'analyse d'une cinquantaine de manuels de traduction parus depuis la Seconde Guerre mondiale et en étudiant aussi le métalangage utilisé dans ces manuels et servant à décrire les problèmes concrets de la traduction. En somme, j'ai voulu faire la preuve qu'il est possible de donner un enseignement universitaire de qualité au niveau de l'initiation à la traduction en structurant les cours de traduction professionnelle autour d'objectifs d'apprentissage clairement définis et en leur assortissant des exercices d'application variés. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès en publiant la traduction raisonnée? Quand on publie un ouvrage, quel qu'il soit, on ne sait jamais comment il va être reçu. Une fois sur le marché, le livre n'appartient plus à son auteur et suit sa destinée. Je dois dire que l'on a réservé
un bon accueil à mon manuel et j'en suis évidemment ravi. Pour bien des diplômés en traduction, c'est le seul ouvrage qu'ils connaissent de moi. J'en ai pourtant publié une bonne trentaine, si l'on compte les rééditions. Bon an, mal an, depuis une trentaine d'années, les presses de l'Université d'Ottawa écoulent entre 700 et 1000 exemplaires de la traduction raisonnée. Le manuel semble être au programme de toutes les écoles de formation de traducteurs au pays et il l'a été dans un ou deux établissements à l'étranger. Vous avez étudié en Europe. Est-ce que c'est très différent du Québec? Puis, est-ce que vous recommanderiez à un étudiant de s'instruire un peu partout? J'ai étudié à Paris, plus précisément à l'ESSIT. Je crois pouvoir dire que les programmes et les méthodes d'enseignement sont assez comparables à celles qui ont cours au Canada. Mais en Europe, l'éventail des langues étudiées est plus vaste qu'au Canada. Les programmes professionnels de traduction et d'interprétation doivent s'adapter aux réalités des marchés nationaux. Un étudiant qui souhaite faire une carrière internationale en traduction ou en interprétation, un étudiant qui aspire, par exemple, à travailler aux Nations Unies ou dans une grande organisation internationale comme l'OMS ou l'OCDE, aurait, selon moi, tout intérêt à élargir son expérience professionnelle en allant étudier quelques années à l'étranger. Mais je n'en fais pas une exigence absolue. Tout est question d'intérêt personnel, d'attitude, de détermination, de motivation et, bien entendu, de ressources financières. Comment avez-vous découvert une passion pour l'histoire de la traduction et de la terminologie? J'ai toujours aimé l'histoire, mais c'est le professeur Paul Orguelin à l'Université de Montréal qui m'a inoculé la passion de l'histoire de la traduction. Le vaste panorama de l'histoire et de la traduction en Occident et au Moyen-Orient qu'il brossait dans son cours a été pour moi une révélation. Avec les années, la passion de l'histoire ne m'a jamais quitté, elle s'est même amplifiée. Mes travaux en histoire de la traduction ont d'abord porté sur le Canada. Au cœur du trialogue canadien est l'historique du Bureau fédéral des traductions. Les alchimistes des langues est un ouvrage publié en 1990 à l'occasion du 50e anniversaire de la Société des traducteurs du Québec, aujourd'hui l'OTIAC. Avec Paul Orguelin, j'ai tâché de donner une nouvelle impulsion à ce champ de recherche au pays. C'est d'ailleurs à cette fin que j'ai publié en 1987 un instrument de recherche, la traduction au Canada, Translation in Canada. Mes activités de recherche en histoire de la traduction ont débordé le contexte canadien. Nommé en 1990 président du Comité pour l'histoire de la traduction de la Fédération internationale des traducteurs, je me suis employé à regrouper les historiens de la traduction dans le monde en publiant en 1991 un répertoire mondial des historiens de la traduction. Ce répertoire a servi au recrutement des historiens qui ont collaboré au vaste projet d'histoire thématique de la traduction qui a abouti en 1995 à la publication de l'ouvrage Les traducteurs dans l'histoire, dont la troisième édition est parue aux presses de l'Université de Laval en 2014. Ce collectif, co-dirigé par Judith Woodsworth et moi-même, est aujourd'hui disponible en 7 langues, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, portugais et roumain. Judith et moi avons voulu illustrer l'apport des traducteurs au cours de l'histoire en tant qu'inventeurs d'alphabet, bâtisseurs de langue nationale, artisans de littérature nationale, diffuseurs de connaissances, acteurs sur la scène du pouvoir, propagateurs des religions ou importateurs de valeurs culturelles. C'était une façon de faire connaître et de valoriser le travail de ces travailleurs de l'ombre. En 2008, j'ai fait paraître chez Linguatec Éditeur La terminologie au Canada, histoire d'une profession. Cette rétrospective historique traite, notamment, de la genèse de la profession, des courants terminologiques dominants au Québec, aménagistes et traductionnels, de la reconnaissance professionnelle, de l'École québécoise de terminologie, de la formation et des publications. Une place de choix est réservée aux grandes banques de terminologie. Je ne veux pas vous assommer avec l'énumération fastidieuse de mes publications en histoire, mais permettez-moi de mentionner encore 2 autres titres. Interprète au pays du castor est un recueil de portraits qui jette un regard neuf sur le rôle joué par une quinzaine d'interprètes dans la trame culturelle, politique et commerciale du pays des castors, le Canada. Les interprètes que ces pages font revivre ont en commun d'avoir connu un destin exceptionnel. Plusieurs d'entre eux ont mérité le titre de personne d'importance historique nationale, décerné par le gouvernement canadien. Ce livre, publié aux presses de l'Université Laval en 2019, m'a valu le Grand Prix de traductologie 2021, décerné pour la toute première fois par la Société française de traductologie. Enfin, toujours dans le domaine de l'histoire, Notions d'histoire de la traduction, publié aux presses de l'Université Laval en 2021, renferme plus de 850 termes et au-delà de 1000 notions relatives à l'histoire de la traduction. Il s'agit du premier dictionnaire consacré à la terminologie de cette branche de la traductologie.
L'ouvrage rassemble les notions et les termes dont les traducteurs, historiens, professeurs, écrivains et critiques ont fait usage au cours des siècles pour parler de la traduction et de son histoire. Donc, vous, vous faites partie de la Fédération internationale des traducteurs, mais c'est quoi au juste? La Fédération internationale des traducteurs a été fondée à Paris en 1953 par Pierre-François Caillé, alors président de la Société française des traducteurs. Cet éminent traducteur français a laissé son nom à un prix. Il est le traducteur du célèbre roman de Margaret Mitchell, paru en 1936, Gone with the Wind, roman auquel le traducteur a donné le très beau titre français de Autant en emporte le vent. Il est également l'auteur des dialogues français de plus de 150 films. Les traducteurs canadiens étaient présents au congrès de la fondation de la Fédération internationale des traducteurs et le surintendant du Bureau fédéral des traductions, Aldéric Hermas Beaubien, a été élu à l'un des 4 postes de vice-président et a siégé au conseil d'administration. La Fédération, placée sous les auspices de l'UNESCO, regroupe les associations de traducteurs du monde entier. Elle célèbre la Journée mondiale de la traduction et organise un congrès mondial tous les 3 ans. Montréal fut l'hôte du 8e congrès en 1977. La FIT publie aussi la revue Babel depuis 1955. Lors du congrès de Dubrovnik, en 1963, les États membres ont adopté une charte du traducteur qui guide les traducteurs dans l'exercice de leur profession. Et qu'est-ce que l'Association canadienne de traductologie? L'idée de la création d'une société savante en traduction a émergé des discussions d'un comité consultatif de la profession, composé de représentants des écoles de traduction, de la profession et des employeurs. L'Association canadienne des écoles de traduction, l'ACET, ayant décidé de rester une association d'écoles de traduction, il a fallu fonder une association distincte vouée à la recherche en traductologie. En 1985-86, Judith Woodsworth, alors présidente de l'ACET, a consulté la Fédération canadienne des études humaines sur les modalités de la création d'une société savante et préparé le document qui a été présenté à l'ACET. Un nouveau comité s'attela alors à la rédaction des statuts de la future association. L'assemblée de fondation à laquelle ont participé une vingtaine de personnes a eu lieu à l'université McMaster en 1987 lors du congrès des sociétés savantes. Judith Woodsworth a été la première présidente. Je lui ai succédé en 91 pour un mandat de 2 ans. En 88, l'association a adopté comme organe officiel la revue TTR, créée l'année précédente par 2 professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Jean-Marc Gouanvic et Robert Larose. Sa directrice actuelle est Aline Franqueur à l'Université Laval. Un numéro spécial, le volume 30, dont le thème est la traductologie en mouvement, a marqué en 2017 les 30 ans de la revue. Que pensez-vous de la TAO basée sur le deep learning, aussi appelé l'apprentissage profond? Ne courtons pas à notre perte dans le cadre du débat linguistique au Québec lorsque nous utilisons des méthodes qui ont tendance à conserver la structure anglaise des textes que l'on traduit? Depuis les premiers essais de traduction automatique à la fin des années 40, les traducteurs professionnels ont craint de perdre leur gagne-pain. Or, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu dans le monde autant de traducteurs. Leur nombre est sans cesse croissant. Les logiciels d'aide à la traduction se sont nettement améliorés et facilitent leur travail. Tant que ces outils restent au service des traducteurs et non l'inverse, il n'y a rien à craindre. C'est le traducteur qui doit avoir le dernier mot et rectifier les structures si elles ne sont pas conformes aux habitudes d'expression de la langue française. Nous n'avons pas besoin de logiciels de traduction pour nous angliciser. À la télévision, de plus en plus de titres d'émissions, par exemple, sont d'inspiration anglaise sur les chaînes francophones. Pensons aux 3 suivantes: les bloopers, le grand move et rénovation scrappée. C'est une abdication. L'anglais n'est pas une langue magique, nous rappelle l'écrivain-traducteur Jacques Poulain, qui donne ce titre à l'un de ses romans. Les anglicisants, à tout craint, devraient lire ce roman. Le recours à l'anglais est une solution de facilité qui tue la créativité d'inspiration française. C'est une forme de paresse intellectuelle. Les couacs de nos vedettes auraient très bien pu remplacer les bloopers. Le grand déracinement n'est-il pas préférable au grand move pour parler de ces familles qui quittent les grandes villes pour aller s'établir en région, dans des villages plus paisibles? Quant aux rénovations scrappées, quel auditeur ne comprendrait pas des rénovations ratées ou des rénaux tout croche? Les formulations anglicisées sont une forme détestable de populisme linguistique. Personnellement, je suis convaincu que l'automatisation ne provoquera jamais la disparition des traducteurs. La machine peut apprendre, certes, mais elle restera toujours dénuée de jugement et d'intelligence, contrairement aux traducteurs humains.
Finalement, nos auditeurs seraient sans doute intéressés de savoir quelles sont les qualités dont doivent disposer les traducteurs et les traductrices. Le traducteur est d'abord et avant tout un spécialiste de la communication interlinguistique. Sa principale qualité est d'être un bon communicateur au moyen de l'écrit. Il lui faut donc savoir adapter ses textes à ses destinataires et respecter les exigences des clients. Mais encore ici, il faut éviter les généralisations. De quel traducteur parle-t-on? Du traducteur littéraire? Alors ce traducteur doit avoir une grande sensibilité littéraire et une grande maîtrise de la langue littéraire. Parle-t-on du traducteur technoscientifique? Ce traducteur doit savoir se documenter rapidement, assimiler des connaissances spécialisées, maîtriser plusieurs terminologies dans différents domaines. Il va de soi que tout traducteur doit avoir une connaissance approfondie de ses langues de travail, tout particulièrement de la langue vers laquelle il traduit. Pour cela, il lui faut lire beaucoup. Tout ça, ce sont des évidences et on peut allonger la liste des qualités personnelles et professionnelles qui font les bons traducteurs. Et s'il fallait ne retenir qu'une seule qualité, je dirais la passion. Car si l'on aime ce que l'on fait, si l'on travaille avec passion, alors on n'a jamais l'impression de travailler et traduire devient un acte d'amoureuse collaboration, comme l'a si bien dit Maurice Edgar Coindreau dans ses Mémoires d'un traducteur publiés en 1974. Jacques Poulain dit la même chose que Coindreau. La traduction est une histoire d'amour, titre d'un autre de ses romans. Son personnage fictif, Jacques Waterman, alter ego de Jacques Poulain, a beaucoup à nous apprendre sur le métier de traducteur. Merci beaucoup, Émile Simard, d'avoir prêté ta voix à Jean Delisle.